Docteur Michael Bartzvi, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, vous êtes philosophe, historien et éducateur, ancien directeur du département de l'éducation juive et sioniste en Europe, ancien directeur du KKL en Europe. Alors, vous avez été pendant de longues années entre Tel Aviv et Paris. Alors, vous, avec votre recul, avec votre, on va dire, vos compétences de philosophe, d'historien, votre recul, le fait d'être à cheval sur la France et sur Israël, que représente pour vous cette journée électorale, ce second tour aujourd'hui? Quels sont pour vous les enjeux de cette consultation électorale? Je crois que c'est la fin d'une époque politique en France, avec beaucoup de mystères sur ce qui va se passer. Je dirais même peut-être de l'inquiétude également, parce que on a vu un certain nombre de choses violentes pendant cette campagne. Et puis, la montée du Front National, qui est quand même un fait aujourd'hui, disons, objectif. Depuis 15 ans, le Front National a cessé de monter en France. Et aujourd'hui, sa présence au second tour est, je dirais, presque naturelle, admise d'une certaine façon. Il y a des raisons à cela, et c'est depuis 15 ans, depuis le fameux Jean-Marie Le Pen Chirac, on a laissé finalement toutes les causes, on n'a pas traité les causes qui sont à l'origine de ce phénomène. Alors, quelles sont selon vous les causes, on va dire, pour aujourd'hui? Les causes, elles sont multiples, mais enfin, évidemment, la montée du chômage, évidemment, l'absence totale de contrôle de ce qu'on appelle les flux migratoires, qui ont quand même une influence sur l'économie, le développement d'un certain nombre de coercitions de l'Union européenne sur la France, et le fait aussi que, en matière de compétitivité, la France n'a pas su tenir, disons, par rapport à l'Allemagne. Donc tout ça, ce sont et puis le principal, c'est vraiment l'abandon de ce qu'on appelle les périphéries, c'est-à-dire à la fois les zones rurales et donc face à cet abandon, toutes ces zones périphériques, on a vu au premier tour qu'il y avait malgré tout 47 départements qui avaient voté, disons, au premier tour, le Front National était arrivé en tête. Ça, c'est, je dirais, le premier phénomène à long terme, et à mon avis, nous ne sommes pas au bout de de ce cycle, même si je pense que pour cette élection, Marine Le Pen ne sera pas élue. Le problème est de savoir combien de députés elle va avoir et si cette force politique va continuer à monter dans le pays ou pas. Alors justement, l'un des phénomènes que l'on a constaté donc à travers cette campagne électorale, c'est l'émergence donc d'un fort courant centriste, ce qui n'était pas arrivé depuis de longues années en France. Comment vous l'expliquez, ce courant centriste? On aurait pu peut-être penser que face aux échecs de la gauche française, eh bien peut-être que les Français se seraient reportés sur un vote conservateur comme celui de Fillon, mais finalement on voit l'émergence de ce courant centriste en marche. Comment vous l'expliquez? Non, d'abord je ne pense pas du tout qu'il y ait l'émergence d'un courant centriste. Je pense qu'il y a eu trois phénomènes qui ont joué dans cette élection. La première, ça a été que pour la première fois, un président sortant ne s'est pas représenté. Et donc, ce président sortant avait déjà plus ou moins choisi une ligne, disons, social-démocrate, ou en tout cas, il était un peu recentré avec Manuel Valls. Et puis, il avait malgré tout pris un certain nombre d'options qui étaient beaucoup moins à gauche à la fin de son mandat. La deuxième chose, c'est l'échec des primaires, c'est-à-dire le fait que les deux grands partis ont fait des mauvais choix lors des primaires, et donc l'affaire Fillon notamment, mais aussi le choix de Benoît Hamon. Tout ça a finalement fait éclater, je dirais, le système électoral, ou disons la carte politique classique, avec aujourd'hui finalement 4 grands blocs. Donc je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un grand bloc centriste. Je pense qu'il y a 4 grands blocs qui sont autour des 20%. Un bloc d'extrême droite, un bloc de droite, un bloc, disons, du centre social-démocrate, qu'on pourrait dire, et puis un bloc de la gauche, mais qui est une gauche beaucoup plus radicale que celle qui représentait le Parti socialiste. Et donc, ces 4 grands blocs, il va bien falloir qu'ils se répartissent, je dirais, le gâteau au moment des législatives. Et je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron sera en position d'avoir une majorité absolue
aux législatives, et donc il va y avoir certainement dans les prochains mois un problème de gouvernance, c'est-à-dire soit une cohabitation, ce qui me paraît peu probable, soit une espèce d'alliance entre les centristes et soit la droite, soit une gauche, si elle arrive à, disons, à obtenir suffisamment, suffisamment d'élus. Donc je pense que on peut être face à une crise politique majeure, d'autant que je pense que les abstentionnistes, qui vont être assez nombreux, et les électeurs à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, risquent de descendre dans la rue si Emmanuel Macron, par exemple, décide par ordonnance d'un certain nombre de réformes et n'arrive pas à les faire passer, disons, par le Parlement. Ce qui fait qu'on peut arriver à une situation extrêmement violente. On a vu déjà des manifestations violentes en France, on risque d'en voir encore plus, et avec un président inexpérimenté, relativement jeune, dont on ne sait pas exactement avec qui il va gouverner et qui va finalement mener le combat des législatives, parce qu'une fois qu'il sera élu, il faudra bien qu'il ait quelqu'un qui essayer d'avoir une majorité. Son Premier ministre qui devra mener en fait le front des législatives. Alors si l'homme du renouveau se tourne vers des personnages un peu recyclés, genre François Bayrou ou autres, oui. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça représente un renouveau et qu'il y ait une force centriste. Cela dit, le centre a toujours existé, mais il est, à mon avis, disons que grâce à Macron, il y a une campagne qui est très efficace et il y a un concours de circonstances très favorable, et aussi sa personnalité, dynamique, etc. Il a réussi à atteindre plus de 20%, mais je pense que la force réelle du centre, c'est aux alentours de 15 à 20. Alors, je m'adresse aussi à l'observateur avisé que vous êtes aussi de la vie politique en Israël. Est-ce que il y a une comparaison à faire entre cette percée, ou on va dire cette arrivée de ce courant, 1999 et 2003, les fois où les Israéliens ont élu Binyamin Netanyahou, de 96 même, 96 et 2003, Binyamin Netanyahou, Ehud Barak, Ariel Sharon, qui ont été élus au suffrage universel direct, alors que l'on avait un éclatement de la classe politique israélienne en petits partis qui étaient difficilement gérables au niveau du pouvoir? Non, je ne pense pas qu'on puisse comparer, parce que d'abord le système israélien, il est à la proportionnelle absolue. Et donc, ça modifie, malgré tout, ça crée une carte politique beaucoup plus morcelée. En France, ce sont des élections à la fois à 2 tours pour les présidentielles, mais aussi à 2 tours pour les législatives. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir 50% dans les 2 cas. Et donc, on va voir en France qu'il y aura probablement des triangulaires, voire des quadrangulaires. La seule chose qui peut être comparée, c'est qu'à plusieurs reprises en Israël, il y a eu un rejet ce qu'on appelle les 2 grands partis, Likoud, Avoda, et la volonté de trouver une force qui soit ni de droite ni de gauche, qu'on appelle une force du centre. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, Chinouille, ensuite Kadima. Maintenant, il y a d'autres tentatives, celle de Yair Lapid, voilà. Bon, en Israël, elles ont duré en général 2 mandats, 3 mandats maximum avant de disparaître en raison des accords de coalition, parce qu'un tel parti n'a jamais été en mesure d'avoir une majorité absolue, ni même... Mais on peut pas calquer, selon vous, cette vie éphémère des mouvements centristes en Israël sur ce qui se passe en France avec Macron? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, il y a je dirais plutôt dans les personnalités de quelqu'un comme Yair Lapid et d'Emmanuel Macron, quelque chose d'assez comparable, au sens où ce sont des hommes qui visent beaucoup sur les médias, qui ne viennent pas, je dirais, du monde politique classique, qui sont apparus un peu comme des météores comme ça, et qui ont réussi à mobiliser autour de leur personnalité un mouvement politique. Après, est-ce que ça peut durer à long terme? Ils étaient tous les deux ministres des Finances, en fait, c'est un point commun. Ils ont été ministres des Finances.
Bon, la vie politique en Israël, elle est tout à fait différente. Yair Lapid, et c'est assez comparable à Emmanuel Macron, c'est aussi des partis qui ne sont pas des partis démocratiques, c'est-à-dire des partis dans lesquels il n'y a pas d'élection. Et au fond, c'est le chef du parti qui décide, Yair Lapid décide de la liste de ses députés et de l'ordre dans lesquels ils vont être placés, puisque c'était la proportionnelle. Et Emmanuel Macron va décider finalement, à travers une commission d'investiture, non seulement lui-même a été autonommé, si je peux dire, mais c'est lui qui va désigner son Premier ministre, ses ministres et au fond les investitures qui vont être données dans les départements. Mais alors cet éclatement de l'échiquier politique français ne peut pas provoquer à court terme peut-être un retour de la proportionnelle telle qu'elle existait aussi, elle a existé de manière éphémère aussi en France en 86. Alors je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron, il est prévu qu'il y ait une certaine dose de proportionnelle. Il n'a pas du tout donné de détails sur la quantité de députés, puisque de toute façon, il veut réduire le nombre de députés. Donc, toutes ces réformes qu'il veut faire, je ne suis pas du tout sûr qu'il aura la possibilité de faire toutes ces réformes. Donc, il y a un appareil politique, il y a un certain nombre de... Ce sont aussi des postes de gens qui sont en place. Donc, ce sera extrêmement difficile pour lui d'introduire cette proportionnelle, d'autant que l'on sait que cette proportionnelle peut favoriser le Front National aussi. Donc, à chaque fois que on a vu des scrutins de premier tour, parce que c'est ça, au fond, la proportionnelle, c'est un scrutin à un tour, et on a vu le Front National arriver en tête dans beaucoup de régions, et donc il n'est pas du tout impossible que Emmanuel Macron soit dans l'incapacité de faire cette réforme sous la pression de son gouvernement ou de sa majorité. Alors, je voudrais peut-être profiter que nous discutions pour vous poser une question sur la visite importante que doit effectuer le président américain dans 2 semaines maintenant en Israël, à la veille du Yom Yerushalayim. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a là une sorte de symbole? Est-ce que Donald Trump modifiera le statut de Jérusalem du point de vue des États-Unis, reconnaîtra Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, acceptera d'y transférer son ambassade? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment, vous? D'abord, je pense que Trump vient avec une délégation extrêmement importante et que, sur le plan symbolique, c'est sa première visite à l'étranger. Donc déjà, du point de vue d'Israël, c'est une marque de soutien, une marque de sympathie. Maintenant, je pense que la vision de Trump est une vision d'homme d'affaires et que la question de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, c'est un projet que Trump a peut-être dans sa tête, mais il va le négocier. C'est-à-dire que même s'il propose ou il accepte cette revendication d'Israël, il va la monnayer. Et donc, je pense que les discussions qui sont actuellement en cours avec l'autorité palestinienne et avec Israël ne sont pas des négociations gratuites. C'est-à-dire que s'il venait à reconnaître Jérusalem comme capitale, il demanderait certainement à Israël quelque chose en échange. Eh bien, des concessions, des compromis sur d'autres questions. Je pense que c'est la vision de Trump qui est avant tout une vision d'homme d'affaires. Il n'y a pas de repas gratuit, quoi. Voilà, il n'y a pas de repas gratuit. On donne, mais c'est aussi pour avoir quelque chose en échange. Eh bien, Dr Michael Bar-Tzvi, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je rappelle que vous êtes philosophe, historien, éducateur et ancien directeur du département de l'éducation juive et sioniste en Europe et ancien directeur du KKL en Europe. Merci pour nous avoir éclairé, en tout cas sur votre approche de cette journée, pas comme les autres, ici en Israël pour la communauté francophone, bien entendu, et en France, cela va de soi. Merci et shalom, Boker Tov. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Nous nous retrouvons dans quelques instants après une pause musicale pour la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel. Un jour notre histoire. Un jour notre histoire, ce sera dans quelques minutes. Merci.